Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Déo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, stratégiste à la Banque Postale Asset Management. On se voit tous les 2-3 mois et au final, j'ai le sentiment qu'on se répète un peu. Non, sérieusement, le rebond tient, le rallye se poursuit, même s'il s'essouffle un petit peu. Et puis, beaucoup d'experts sont venus doctement nous dire sur ce plateau que voilà, l'heure de vérité, c'était les résultats d'entreprise, les publications. On est en plein dedans. Alors, aux États-Unis, au départ, il y a encore 15 jours, on était dans les prévisions, dans ce qui était attendu, une baisse de 2% des profits des boîtes du S&P. On était à 3%, on est passé à 2%, maintenant apparemment on est à 1% de prévision. On se dit quoi encore une fois? C'est que ça sera un petit peu mieux qu'attendu, mais ça restera dans le rouge aux États-Unis. On en est là. Une fois de plus, oui, ça ressemble au trimestre dernier, parce que si vous regardez les publications, on a un tiers à peu près des publications à l'heure actuelle aux États-Unis. La top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires est à peu près en ligne, il n'y a pas eu de grosses surprises. C'est-à-dire que les... De combien? C'est en hausse de 0,4% par rapport aux attentes. Un chiffre d'affaires étal, quoi. Donc ça veut dire que les analystes ont bien prévu le chiffre d'affaires. Par contre, il y a des surprises sur les bénéfices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois de plus, les analystes avaient à peu près raison sur le chiffre d'affaires, mais ils ont sous-estimé la marge. Et ça, c'est un point qui est important, parce que ça fait des trimestres qu'on nous dit, vous voyez, les marges sont au plus haut, c'est le pic du cycle, non, mais ça continue à progresser, en fait. On parle des profits, les profits sont attendus en baisse, j'ai loupé un truc, là. Non, les profits continuent à progresser. Sur le S&P. Sur le S&P, les profits continuent à progresser sur le premier trimestre. Moi, ce que j'ai en tout cas, Reuters nous disait hier que, voilà, on attendait, enfin, dans les prévisions, pardon. Ouais, les prévisions. Pardon, vous avez raison. Les prévisions attendues aujourd'hui, des analyses sur les boîtes du S&P sur le premier trimestre, c'est une baisse de 1%. Oui, sauf que pour l'instant, on a 5% de surprise à la hausse. Donc on est toujours 5% de surprise à la hausse, ça veut dire Alors quoi? pour l'instant, ça veut dire que par rapport aux chiffres qui étaient attendus, les chiffres qui ont été publiés sont 5% au-dessus. Donc on peut dire que les publications sont meilleures que prévues? Oui, pour l'instant, oui. Mais une fois de plus, il faut être prudent parce que c'est le début de la saison des publications. Donc on a à peu près un tiers des publications à l'heure actuelle, ce qui n'est pas... Ça donne une tendance quand même. Ça donne quand même une tendance. Ça veut dire que ça tient une fois de plus un petit peu mieux que ce qu'on attendait. Et je pense que c'est important parce que les données macro, il n'y a pas de grosses surprises. C'est médiocre comme ce qu'on attendait. Il n'y a pas de gros débat sur la macro à court terme. C'est la micro qui est importante, donc la saison des résultats. Et la saison des résultats, elle est correcte. Elle n'est pas euphorique, loin de là. Donc au final, on pourrait très bien aboutir à des profits en hausse sur le premier trimestre, du côté, encore une fois, du côté des Américains. Oui, c'est pas impossible. Pour l'instant, on est sur cette tendance-là. Donc ça serait meilleur que ce qui est attendu. Et c'est vrai que pour le Exactement. commun des mortels, pardon, mais c'est vrai que pendant longtemps, on a eu ce rallye boursier avec ses prévisions de bénéfices dans le rouge, 3, 4, 5%. C'est vrai que ça peut paraître bizarre pour le commun des mortels d'avoir une bourse qui monte avec des profits qui sont orientés à la baisse, mais qui au final devraient peut-être être dans le vert, mais légèrement. Légèrement, oui. Alors il faut faire attention parce qu'on a eu une très forte progression l'année dernière. On a eu des baisses d'impôts assez énormes de l'administration. Donc la comparaison par rapport au premier trimestre 2018. Voilà, c'est très difficile. Enfin, les comparaisons sont... il faut faire attention. Donc forcément, l'année 2019 sera beaucoup moins euphorique que l'année 2018, qui avait bénéficié de cette baisse d'impôts. Mais il n'est pas du tout impossible qu'on reste sur du vert. Oui. Donc, résultat correct, encore une fois, côté américain. Pas pour fantastique, non, mais correct. Suffisant, encore une fois, suffisant pour faire monter encore les marchés. J'ai envie de dire oui, parce que bonne surprise, puisque pour le coup, c'est mieux qu'attendu. Pour l'instant. La bourse réagit plutôt pas mal, vous l'avez vu. Enfin, je pense qu'il y a eu plusieurs choses sur l'année. D'abord, on est parti de très très bas, parce qu'il y avait une énorme correction. Donc, il a fallu corriger la correction, en quelque sorte. Il y a des banques centrales qui ont beaucoup changé. On a largement commenté la volte-face des banques centrales, évidemment, voilà, américains, européens. Et en plus, on avait un ralentissement en fin d'année dernière qui semble moins méchant que certains le disaient. Et donc, vous enlevez de la prime de risque, quelque part, parce que la probabilité d'une récession reste relativement faible. Donc oui, une bourse qui ne devrait pas monter énormément, parce qu'une fois de plus, les bénéfices ne vont pas exploser. Il y a 2 mois, il m'a dit la même chose. Oui, j'avais raison, pour une fois. Ça augmentait un petit peu. Oui. Non, mais on a comme sentiment, pardon, mais on a le sentiment que cette tendance haussière n'est pas remise en cause. Et que le rallye boursier n'est pas terminé. Même s'il y a plein de raisons de se dire que ça pourrait consolider, se calmer un peu, c'est pas ce qu'on ressent quand on voit chaque jour Ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez, quand il y a des corrections, des mini-corrections, la bourse baisse, on a
tout de suite l'impression qu'il y a des gens qui reviennent et qui rachètent. Et je pense que ça, c'est un élément qui est important. Les volumes acheteurs depuis le début de l'année ont été très très faibles. Je regardais le bêta des hedge funds ce matin, en fait. C'est-à-dire comment les hedge funds réagissent à une hausse ou à une baisse des actions. Et leur bêta est très très faible. Ça veut dire qu'ils sont sous-pondérés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cru à la hausse. Ils l'ont loupé. Et voilà, en termes techniques, ils l'ont loupé. Et donc, dès qu'il y a une baisse, ils sont obligés de revenir petit à petit. Et donc, vous voyez, il y a encore des facteurs techniques, je pense, qui peuvent soutenir les marchés, avec une économie et des bénéfices, une fois de plus, qui sont très très loin d'être euphoriques, qui sont médiocres, mais c'est un médiocre plus, et donc ça permet de tirer petit à petit la bourse. La vraie question, c'est qu'est-ce qui peut faire dérailler l'histoire. Ouais. Mais il y a quand même un essoufflement, parce que le rallye se poursuit, mais il y a essoufflement, même si les marchés américains sont quasiment au plus haut, du plus haut. Ils sont au plus haut, mais si vous regardez sur 6 mois, la performance n'est pas extraordinaire, parce qu'on a vraiment fait un V, donc il n'y a pas non plus... on n'est pas au niveau de valorisation qu'on avait, par exemple, au début de l'année dernière, où les PE, enfin tous les instruments de valorisation qu'on connaît étaient vraiment très très élevés et montraient que le marché était vraiment euphorique. On n'est pas aujourd'hui, honnêtement, sur les ratios cours sur bénéfice par action. Quand on regarde les marchés américains, on est à combien, ou même le marché européen? On est à 16-17 à peu près à l'heure actuelle, ce qui est aux États-Unis, ce qui est haut, mais c'est pas non plus. On était beaucoup plus haut, début 2018. On était à combien? On était sur du 18-19. Donc c'est pas délirant, mais c'est quand même élevé. Oui, tout à fait. Ouais. Et sur l'Europe, on est plutôt sage. Moi, ce que je fais, c'est au lieu d'avoir un scénario économique et d'en inférer ce que devraient faire les marchés, je fais l'inverse. Je regarde ce que font les marchés et donc quel est le scénario économique. Ils pricent 1,3 de croissance en Europe. Le consensus est à 1,1. Honnêtement, entre 1,1 et 1,3, c'est pas... Et pareil aux États-Unis, on pourrait dire la même chose aux États-Unis? Aux États-Unis, ils sont un petit peu plus euphoriques, mais il y a un peu plus de croissance. Donc on n'est pas, si vous voulez... Si vous me dites que le marché est cher, je n'ai pas d'argument violent contre ça. Mais il n'est pas très cher. On n'a pas tiré l'élastique de manière déraisonnée, comme en début 2018, où il y avait vraiment un risque asymétrique. C'est-à-dire que début 2018, vous aviez des bonnes nouvelles, le marché vous disait oui, je sais, c'est dans les prix. Vous aviez des mauvaises nouvelles, vous baissiez très très vite. Mais aujourd'hui, là on n'est pas dans les bonnes nouvelles sont un petit peu dans les cours aussi. Pardon, par revenir sur les banques centrales, on l'a commenté à longueur d'émission. Voilà, ça y est, c'est là, je veux dire, les banques centrales, c'est là. On a compris que le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine était en voie de résorption, en voie de résolution. Il y a le Brexit qui est reporté de 6 mois, vous me direz, à fin octobre. Mais à l'aune des marchés, octobre, c'est le bout du monde. Hein. Oui, c'est très très loin, ça. J'espère que ça veut dire quoi? Et je pense que ça veut dire que les marchés... Donc le rebond n'est pas fini. Oui, même si ça vous oui, mais je pense qu'avec un scénario économique médiocre, vous savez, en fait, c'est un peu le meilleur des mondes. Parce que si vous avez une réaccélération très forte, ça va quand même vraiment ressembler à une fin de cycle. Parce que vous allez avoir de la surchauffe, vous allez avoir des banques centrales qui vont changer de vue. On ne voit pas du tout ça. Chaque fois, on nous parle de ce scénario-là qu'on voit jamais. Exactement. Menace fantôme. Voilà. Si on a une baisse beaucoup plus marquée, là, ça va aussi ressembler à une fin de cycle, à une récession, etc. Donc finalement, avoir un scénario... Boucle d'or. Ça sonne au boucle d'or, ça. Hein. Oui, avoir un scénario médiocre, c'est peut-être le meilleur moyen de tirer le cycle. Et c'est très très à la mode de dire, mais vous verrez, on aura une récession l'année prochaine. Si on a une croissance aussi molle, c'est pas garanti. Et c'est peut-être ça aussi qui tire les marchés, c'est de dire, finalement, on n'arrête pas de repousser la prochaine récession. Et honnêtement, sauf choc extérieur violent, alors vous avez cité le Brexit, ça peut être la Chine, il y a plus, comme d'habitude, il y a toujours un inventaire à l'après-vert de choses qui peuvent aller mal. Mais sauf choc extérieur violent, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir une croissance molle qui peut tenir encore assez longtemps. Et qui justifie d'avoir des niveaux de valorisation des marchés élevés, qui justifie d'avoir, encore une fois, un rebond boursier qui n'est pas arrivé à son terme. Rebond, le terme est peut-être violent, mais une progression de la bourse qui continue sur des rythmes moyens, oui, c'est pas du tout impossible. Et c'est quoi un rythme moyen? Alors, il va me dire les 5-7% par an, c'est ça? Oui. Enfin, au-delà de la correction. Parce qu'on les a déjà fait très largement. On a fait 15% à peu près. Oui, on a fait 15%, mais par rapport au point de correction, de début de correction. Par rapport là où on est à l'heure actuelle, qui est à peu près le point de début de correction, oui, si on fait plus de 5%, c'est déjà bien, je pense. Parce qu'une fois de plus, les bénéfices ne vont pas progresser beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qui pourrait nous surprendre? Qui pourrait justement alimenter, catalyser, enfin servir de catalyseur pour une poursuite de la hausse des marchés? Qu'est-ce qu'on peut imaginer là? Pour une hausse plus forte des marchés,
Je pense qu'une fois Bonne de surprise plus... du côté des entreprises, on a vu, côté Ouais, américain. alors, il y a On pourrait soit dire le- pareil côté européen d'ailleurs. alors, pour l'instant, on a très très peu de données. Sur l'Europe, on a à peu près un quart, voire un petit peu moins. Et alors, ça nous dit quoi? Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Une fois de plus, en restant très très prudent. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est que les entreprises publient des chiffres corrects, mais donnent des guidance, c'est-à-dire des prévisions très très prudentes. Et pour l'instant, on voit des entreprises qui, alors, une fois de plus, sont très très loin d'être euphoriques, mais qui ont des guidance plutôt optimistes en restant très très prudentes. Donc, une fois de plus, c'est le même scénario, c'est une croissance molle, mais qui tient petit à petit. Et qui ne pourra pas Mais- justifier, encore une fois, trop longtemps une hausse à venir, pourquoi pas, possible des marchés. Mais là, la hausse, je pense qu'il y a deux raisons. Soit on a des raisons fondamentales, c'est-à-dire une économie qui va bien, qui accélère, On a le des sentiment bénéfices. que des signaux positifs est envoyés de la Chine. On a eu, pour le coup, Oui. ce qui est assez surprenant, le Premier Oui. ministre chinois, Li Keqiang, qui nous dit que la Chine est toujours exposée à des pressions à la baisse. Alors pourtant, on a cru comprendre que les mesures de relance avaient été effectives depuis le mois de mars et qu'il y avait peut-être un point bas qui était dépassé, non? On a l'impression que sur les dernières données chinoises, ça s'améliore. Alors il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est il y a un arrêt quasiment total de la Chine pendant le nouvel an lunaire, qui est une fois en janvier, une fois en février, une fois à cheval. Donc c'est très très compliqué de comparer une année sur l'autre. Là, on a passé, les chiffres après le nouvel an chinois ont l'air de montrer une stabilisation à un niveau très correct de la croissance. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu une relance économique qui n'a pas été suffisante à la fin de l'année dernière. Ils ont mis une deuxième couche. Et là, effectivement, on a l'impression que c'est suffisant et que l'économie est en train de repartir petit à petit. Donc moi, j'ai un petit peu du mal à voir un accident en Chine à court terme. Je pense qu'on va avoir une croissance autour de 6,2%, qui est faible par rapport à ce qu'on a vu depuis 10 ans. Mais on ne peut pas rester sur les taux de croissance qu'ils avaient à 12-13%. Et donc, dans les bonnes surprises, avant de passer un mot, parce qu'un mot de la BCE, c'est important, parce Oui. qu'apparemment, Benoît Cœuré n'est pas fan de la modulation des taux de dépôt. Je voulais quand même vous en parler. Donc, dans les bonnes surprises, alors on met quoi alors dans les bonnes surprises qui pourraient permettre d'aller plus haut sur les marchés? Soit les fondamentaux, donc une fois de plus, vous mettez la Ouais. Chine, les prévisions Ouais. de croissance, etc. Soit un argument purement technique, qui est que je pense qu'il y a encore beaucoup d'investisseurs qui sont sous-pondérés sur les actions. Et à un moment donné, ils peuvent jeter l'éponge et se dire, tant pis, on revient sur le marché. Et là, vous avez beaucoup plus d'achats et ça peut donner une dernière... Tous ceux qui sont passés à côté, source. voilà, on l'a dit, la hausse, Voilà. parce qu'ils n'y À croyaient la pas, hausse. qui maintenant se disent, bah, Exactement. Ouais. Et là, par contre, les valorisations seraient beaucoup plus hautes. Là, je deviendrais beaucoup plus prudent. Si c'est un argument purement technique. Bon, un petit mot, voilà, parce que c'est un début de semaine, mais on n'a pas eu le temps de vous en parler. Benoît Cœuré, c'est un des membres du directoire de la BCE, qui a dit être plutôt sceptique, dubitatif, on va dire, quant à l'idée d'un taux de dépôt modulé. On en avait parlé, les banques, on le sait, elles se disent pénalisées, etc., par les taux de dépôt négatifs sur leurs réserves excédentaires. Dans la foulée, les banques ont piqué du nez sur les marchés. On dit que ce n'est pas de bon augure pour le secteur, la sortie de... Parce qu'on a cru comprendre, d'après Reuters, qu'il y avait comme discussion au sein de la BCE, qu'il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, cette idée, encore une fois, de ne pas trop pénaliser financièrement les banques sur leurs réserves excédentaires. C'est un peu technique, pardon, mais c'est important parce que ça fait partie des secteurs qui sont largement en retard sur le... Alors juste pour vous donner un chiffre, parce que c'est effectivement un débat qui est très technique, mais il y a 620 milliards de dépôts excédentaires qui sont déposés à moins 0,4%. Ça fait les fameux 7 milliards d'euros, c'est ça? Ça fait quand même beaucoup pourtant, sur le il système nous dit bancaire. que ce n'est pas le problème le plus important aujourd'hui. Ce n'est pas le problème le plus important des banques. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais. Il nous dit quoi? Qu'elles devraient d'abord se focaliser sur leurs coûts. Ce n'est pas le premier des problèmes, ça, les taux de dépôt négatifs. Ça, c'est l'argument de Draghi, qui est de dire, regardez, il y a beaucoup de banques. Les banques qui sont les plus profitables, c'est les banques qui ont effectivement fait des travaux sur leurs coûts, qui ont un business model qui marche, etc. etc. Donc, il leur demande de nettoyer chez eux avant de se plaindre. Mais moi, je pense que le marché a peut-être surajusté, au sens où, si vous vous souvenez, il y a eu une conférence de Draghi pour les ECB Watchers il y a quelques semaines, où il a dit on peut regarder des mécanismes pour assouplir l'impact négatif sur les banques. Et ça a été très interprété par les marchés. Surinterprété, c'est ça. Surinterprété, et le marché s'est dit, ça y Et est. déjà le fait qu'ils en discutent, ça prouve déjà qu'il y a... Oui, mais c'est évident c'est évident qu'ils en discutent. C'est évident qu'ils en discutent parce que la Suisse a un système comme ça, la Norvège a un système comme ça. C'est évident qu'ils ont regardé, c'est évident qu'il y a des gens qui ont travaillé sur le sujet, c'est évident qu'il y a un débat. Ouais. Qu'il y ait un débat, c'est une chose, ça je pense que c'est indubitable. Et légitime. Oui, tout à fait, c'est normal.
qu'il soit sur le point d'annoncer quelque On chose n'en est pas là. dans un avenir proche, je pense qu'on n'en est pas là et c'est ce que le marché a cru comprendre. Et du coup, je pense qu'il y a eu un surajustement du marché en se disant ça y est, c'est dans les tuyaux, ça va sortir tout de suite. Ouais. Et donc les banques ont Alors monté. que c'est voilà, alors que c'est une option, je pense, qui leur permettra de baisser les taux plus tard, etc. Donc qui n'arrivera que dans quelques mois, voire plus longtemps. Ouais. Peut-être qu'on a oublié, on finit là-dessus, il ne nous reste même pas 2 minutes. Le pétrole, est-ce que ça fait partie de ce qui pourrait faire dérailler Oui. les marchés actions? Parce qu'on est à 75 $ le baril, Oui. c'est pas un drame non plus, on a connu largement plus haut. On est au plus haut depuis octobre 2018, mais voilà, on est quand même sur un pot sur 6 mois. Alors, on a expliqué ça, enfin, on a tous entendu ce que Trump souhaite, c'est qu'il y avait des waivers, des exemptions, des dérogations qui permettaient en fait à des pays comme la Chine, l'Inde ou l'Italie de continuer à acheter du pétrole iranien. À partir de la fin de la semaine, c'est terminé, sinon, quand on connaît l'extraterritorialité du droit américain, il y a des menaces de sanctions derrière. Est-ce que ce pétrole trop cher, sans rentrer dans la réaction de l'Arabie Saoudite, parce que c'est un autre sujet, mais par rapport au marché, si ça montait trop, on sait qu'en même temps, il y a le poids des majors pétrolières, du secteur parapétrolier qui dope aussi, enfin, qui soutient la tendance globale. Ça peut se retourner si on va trop vite vers les 80 $? Oui, c'est un point qui est important parce qu'on a eu un rebond du pétrole depuis la fin de l'année dernière, mais qui allait avec une hausse des bourses. Donc c'est l'économie qui allait mieux, le pétrole monte parce que l'économie va mieux. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème ni pour l'économie ni pour les marchés parce que c'est un symptôme de meilleure activité. Là, on est vraiment sur un choc d'offres, c'est-à-dire on tourne les vannes en Iran. On arrive l'Iran, en termes d'exportation, pardon, je vous coupe, hein, c'est 1,3 million, 1,4 million barils par jour. Oui. Donc on n'est pas, voilà. C'est ça. C'est pas l'épaisseur du trait non plus. En plus, il y a des problèmes de production au Venezuela, en Libye, qui ont participé à la hausse des cours. Donc on arrive sur des niveaux qui maintenant commencent à être un petit peu inconfortables. Donc un pétrole trop cher pourrait faire dérailler les marchés? Oui, je pense, oui. On y est? Si vous regardez l'augmentation des prix du pétrole depuis le début de l'année, ça enlève 0,5% au pouvoir d'achat des ménages. Donc ça va peser sur la consommation, donc ça va peser sur la croissance. Donc il y a quand même un effet induit sur la croissance qui devient loin d'être négligeable. Et on y est aujourd'hui là? Oui, je pense qu'on va avoir on s'attendait à un rebond de la consommation, ou en tout cas une amélioration de la consommation, avec un pétrole à 75 voire au-dessus. L'histoire est quand même un petit peu plus compliquée à raconter. Avec un risque vraiment de perturber les marchés actions? Tant qu'on reste sur ces niveaux-là, ça va. Mais on est vraiment à la limite du niveau qu'il ne faut pas trop dépasser. C'est-à-dire que si on va sur 80, voire au-delà, là, l'impact pourrait devenir assez difficile à digérer. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Merci beaucoup. Donc, Stéphane Déhaut, stratégiste de la Banque Postale Asset Management, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.